Allez, à ta place. Tu es emmerdant ce matin, oh. Voilà, donc avec ça, avec la... Voilà, il y a des fois je peux rester là 1 heure à les regarder, quoi. Ça change, c'est totalement différent, quoi. Je suis venu ce matin, il y avait la brume, là je viens tout de suite, voilà, c'est le soleil. Ce soir ce sera encore autre chose avec le soleil derrière les bois. Ça sera... C'est vrai que nous, on est arrivés, c'était comme... Enfin, les anciens avaient semé des prairies. Donc nous maintenant, on a laissé comme elles sont, quoi. C'est-à-dire qu'on ne laboure pas, on ne sème pas. Donc voilà, on veut travailler un maximum avec ce qu'il y a ici, quoi. On est à 1050 mètres d'altitude, rien de mieux que la flore existante, quoi. C'est ce qui s'adapte le mieux. C'est les vaches qui entretiennent. Elles mangent aussi bien vers la rivière, où c'est pas du tout la même flore vers la rivière qu'en haut. Voilà, donc ce qui donne un goût différent aussi sur les fromages, enfin je pense. Déjà, les clients, des fois, ils me disent je veux le même que la semaine dernière. Je vous dis ça c'est pas possible, quoi. Déjà, il y a l'herbe, le temps, voilà, et l'humeur du fromager. Hein, si Lucie est plus pressée, ou si des fois elle a plus le temps, ou s'il y a des clients que le lait reste 5 minutes de plus, ben c'est pas possible d'avoir le même fromage, quoi. Bon, c'est ce qui fait un peu notre atout, quoi. Enfin, mais bon, c'est de la qualité, c'est du bon lait. Celui-là, je peux le boire, je peux le donner à mes gamins. Nous, on a des vaches de 10 ans dans les grosses exploitations. Quand elles arrivent à 5-6 ans, ça veut dire qu'ils élèvent des génisses pendant 2 à 3 ans et qu'ils vont faire du lait pendant 2 à 3 ans. Même des fois, les techniciens disent il faudrait les changer à 6 ans. Mais je dis, oh. Je dis quand elles arrivent entre 7-8 ans, moi, c'est là où elles me font le plus de lait. Ou si elles sont là au bout de 6 ans, c'est qu'elles ont fait leurs preuves. Donc elles sont adaptées au pays. Voilà, parce que là, c'est un climat qui est assez rude quand même. Eh bien, Fanny, au départ, je ne savais pas qu'il y avait la filière qualité Carrefour. Donc nous, c'était du foin, pas d'OGM, pas d'ensilage, pas de fourrage humide, quoi. Ni d'ensilage ni d'enrubanage. On voulait pas faire d'ensilage de toute façon, parce que c'est de l'herbe fermentée, donc je suppose que pour la santé des vaches, l'ensilage c'est de la fermentation. Je sais pas, on a qu'à boire 1 litre de whisky, nous, tous les jours, je pense qu'on verra bien. Ce qui paraît que ça équivaut à ça, hein. Du coup, j'ai travaillé avec la laiterie de Fournol. Voilà, je leur livre... on fait à peu près 170 000, 180 000 litres de lait, nous, sur l'exploitation, avec les 35 vaches. Donc 100 000 sont livrés à la société fromagère, et nous, on transforme à peu près 70 000. Quoi. On travaillait, nous, déjà en système extensif. Ouais. C'était normal, quoi, de sauter le pas. Les clients qu'on a savent comment on travaille. Ben, voilà. Après, il y a le label bio qui est toujours un plus pour peut-être avoir des nouveaux clients. Et puis bon, c'est un signe de qualité. Hein. Nous, on est en phase avec la nature. Dire, bon, il y a des zones humides là, comme ça, qu'on conserve, voilà, qui abritent je pense, les abeilles, les papillons, tout ce qui est un peu les moustiques, ça c'est un peu plus emmerdant. Mais bon, voilà. Et puis bon, il y a tout ce qui est les bois à côté. On voit les renards qui m'attrapent les rats. C'est vrai que quand je suis en train de faucher, je vois les éperviers, les buses. Hop, ça plonge à côté, ils vont attraper une couleuvre, ils vont attraper, ça m'est déjà arrivé. Voilà, même à la ferme, on voit qu'il y a les hirondelles, il y a les hirondelles dans l'étable, il y a les hirondelles. Ça, c'est un signe quand même. Parler des liens entre la biodiversité et l'agriculture, c'est important parce que la biodiversité comme l'agriculture, c'est tout ce qui nous entoure sur ce territoire du Livradois-Forez. Et pour illustrer en fait cette synergie qu'on peut rechercher entre agriculture et biodiversité, je vais vous parler de quelques exemples
qui montre en quoi la biodiversité peut être un atout pour l'agriculture et puis en quoi l'agriculture peut soutenir la biodiversité. Alors il y a des choses très simples, hein. Dans les prairies, la diversité floristique par exemple fait la diversité des fromages ou de leur goût. La fourme d'Ambert qui est faite à partir du lait qui provient des estives, le fenouil des Alpes, le trèfle, etc. Tout ça contribue à lui donner un goût très particulier quand justement l'herbe contient ses fleurs de l'été. Un autre exemple, on parle beaucoup des pollinisateurs. La diversité des pollinisateurs, ou ne serait-ce que leur présence, c'est ce qui permet de polliniser les fleurs dans les vergers ou même dans les jardins, etc. Donc on a vraiment besoin des pollinisateurs en agriculture. Après, je voudrais parler aussi de la régulation de certains nuisibles au niveau de la faune. Donc on a besoin par exemple des renards pour réguler les populations de rats-aux-pieds. On a besoin des rapaces par rapport à certains micro-mammifères. Il y a un équilibre qui se crée et quand justement on n'a plus cette diversité animale qui se régule un peu toute seule, on a des problèmes pour l'agriculture. Et inversement, on peut montrer des exemples où l'agriculture favorise la biodiversité. Déjà, c'est grâce à l'agriculture qu'on a toute cette mosaïque de milieux qui héberge un tas de plantes ou un tas d'espèces, de la même façon que les forêts vont héberger d'autres espèces. Après, je pense aussi au bocage, donc avec les prairies et les haies, qui au départ sont faites pour avoir de l'élevage, etc. Et en fait, les haies abritent un tas d'espèces de la faune ou leur servent de guide pour se déplacer, comme pour les chauves-souris, ou simplement pour se percher, comme la pigrièche grise, qui est vraiment liée à la présence de prairies permanentes naturelles et qui a besoin de perchoirs pour repérer les insectes qu'elle capture. Et un autre exemple, celui des plantes messicoles. Donc, ce sont les plantes liées aux moissons qu'on trouve sur les bordures de champs. Donc si ces bords de champs cultivés sont trop traités ou mal traités, eh bien voilà, ces plantes messicoles, tout simplement les coquelicots, les bleuets, disparaissent. Voilà, donc vraiment, elles sont liées à l'agriculture, les unes n'existent pas sans l'autre. Et puis je vais prendre un dernier exemple qui est un petit peu plus subtil, mais parce que je l'aime bien. C'est l'exemple des prairies humides où on trouve la gentiane pneumonante, donc prairies humides pâturées ou fauchées. Et bien dans ces prairies, certaines de ces prairies où la gentiane est présente, on trouve un papillon, l'azuré des mouillères, qui a besoin de cette plante hôte, la gentiane pneumonante, pour pondre ses œufs. La larve est élevée par les fourmis dans une fourmilière et ensuite le papillon s'envole et refait son cycle de vie. Et donc là, on voit bien que du fait des pratiques d'élevage qui sont dans ce cas-là assez extensives, ça permet d'avoir la plante, le papillon, les fourmis et donc c'est la biodiversité qui s'exprime. Voilà, donc ça c'est un mélange où on trouve différentes espèces de légumineuses. On voit du trèfle violet, vous voyez. De la luzerne, là. La luzerne. Ce qui est en épi, c'est du raisin gras. Et après, en graminées, on a ici du dactyle qui ne remonte pas en épi, qui a l'intérêt d'être bien feuillu. Ça, c'est du dactyle, ici. Et il y a de la fétuque aussi, là. Après, on voit le trèfle blanc, là, qui est beaucoup plus bas, quoi, beaucoup plus court sur tige. Ça, c'est du trèfle blanc. Et donc, on sème ça effectivement tout en même temps, sous couvert d'avoine au printemps en principe. L'intérêt de mélanger les espèces, on a un fourrage plus équilibré, on enrichit le sol avec les légumineuses. Je pense qu'une année de sécheresse, il va toujours y avoir une plante qui va mieux se défendre. Une année humide, c'est pareil, ce sera une autre espèce qui prendra le dessus. Et donc on arrive toujours à avoir un rendement correct avec ces mélanges-là. Et donc ça c'est quelque chose que je fais depuis 25 ans au moins, 30 ans. Et à l'époque, c'était un petit peu marginal. Et aujourd'hui, on voit que j'étais au Salon de l'Herbe récemment, là, et c'est ce que, aujourd'hui, les chambres d'agriculture et autres organismes veulent développer, en fait. Donc il n'y a pas que les bio qui se lancent dans ce genre de prairie, quoi. On attire aussi les espèces qu'on appelle auxiliaires, quoi. Les coccinelles, les papillons, les abeilles, bien sûr, qui peuvent aller butiner là-dessus. C'est quand même important, quoi. Que quand on a un raisin pur bourré d'azote, on n'a que ça, quoi. Il n'y a pas toutes ces fleurs. Et que là, on voit qu'effectivement, il y a des insectes, quoi. On choisit en fait les espèces en fonction du sol, je dirais de l'exposition, si c'est aussi humide ou plutôt séchant, et puis de la destination qu'on va en faire, fauche, pâture, voire ceux qui font de l'ensilage. Moi, ce que je privilégie, voilà, c'est plus la qualité et la rusticité, quoi.
J'ai fait ce choix de faire simplement l'engraissement, simplement engraisser mes animaux et pratiquer de même la vente directe. Je démarre donc je ne sais pas encore, mais je suis très content parce que ça démarre bien quoi, en fait. Il y avait au départ une inquiétude par rapport à la qualité de la viande, ce que ça allait donner. Et comme j'engraisse simplement avec du foin, rien d'autre, du foin séché en grange, de belle qualité avec les prairies qu'il y a derrière moi, quoi. Et ça, je pense qu'au niveau de la qualité de la viande, ça se retrouve. La flore a certainement une incidence sur le goût et la qualité du produit, parce que si on compare par exemple un animal qui va manger du maïs en plat unique, il ne peut pas y avoir le même équilibre. C'est comme nous si on mangeait tous les jours le même plat en fait, on mange varié, on essaie de manger varié. Je pense qu'un animal c'est pareil. Quand on a une flore variée qui va être... une telle plante va être plus riche en calcium, par exemple, ou telle autre plus riche en protéines, etc. Enfin, on arrive à cet équilibre naturellement. Et donc le mode de conservation, il y a aussi pour quelque chose, parce que le séchage en grange, on a vraiment un foin qui reste très vert, on conserve bien sa qualité, le feuillu, tout ça, les protéines. Et je pense qu'on est exempt de moisissure. Vous venez les filles? Venez vite là. Ah, il y a des têtes nouvelles, ça change tout. Donc l'épeautre, culture de vente, c'est très bien valorisé en fait pour l'alimentation humaine. Et alors moi l'intérêt, pourquoi je fais de la céréale? Parce qu'aussi ce qu'on appelle le sous-produit, la paille. La paille, on a besoin pour les animaux, donc avec quelques bleuets, mais bon, on voit que c'est une parcelle qui est quand même relativement propre. Pour voir qu'il n'y a eu aucun désherbant. Je me plais à répéter un peu la même chose, mais la chimie appelle la chimie. Plus on met d'engrais azotés, plus on met de choses comme ça, et plus on fait venir les mauvaises herbes en fait. Et un bio, pourvu qu'il soit en bio depuis quelques années, je ne dis pas que les premières années c'est tout simple, mais après ça fonctionne, la nature elle est bien faite, elle est faite pour donner le meilleur d'elle-même, et si on la respecte, eh ben, elle nous le rend bien, quoi. Et il n'y a pas trop de soucis à se faire en fait. Ça se gère aussi grâce à la prairie. La prairie qui est un excellent précédent cultural, qu'elle apporte l'azote grâce aux légumineuses, et puis ça nettoie le sol, quoi. Quand on fait une rotation, quand il y a eu 4 à 5 années de prairie, on peut faire 2 voire 3 années de céréales sans trop de soucis derrière, quoi. C'est toujours psychologiquement une étape à passer, hein. La conversion, c'est sûr qu'on s'inquiète par rapport aux cultures, on s'inquiète aussi par rapport à la santé animale, par rapport à nos rendements, par rapport à plein de choses, quoi. On travaille avec des réseaux si on n'est pas tout à fait tout seul, quoi. Et ça permet de rencontrer des gens intéressants aussi. On voit des gens qui savent écouter les plantes, je dirais, parce que la plante nous parle. Quand on a tel ou tel adventiste dans un champ, il nous parle. On sait, si on sait, par exemple une plante à pivot, ça veut dire, un pivot c'est une racine qui rentre en profondeur, donc elle est là pour fragmenter le sol. Si cette plante-là vient à se mettre en place, c'est que l'agriculteur a fait un tassement excessif du sol, il est rentré dans ses champs alors qu'ils étaient trop mouillés avec des engins lourds, on a eu un compactage du sol. Eh bien, il y a des plantes qui se mettent en place pour remédier à ça. Mais bien sûr, nous, on les appelle des indésirables, parce que bon, ces plantes, elles n'ont aucune valeur sur le plan alimentaire, mais elles ont quand même un réel intérêt sur... on appelle ça les plantes bio-indicatrices. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes en étant en bio. C'est toute une philosophie, après... c'est notre vision des choses, c'est notre façon de travailler. On travaille plus en harmonie avec la nature, finalement, ça ne nous le rend pas trop mal. Là, c'est pour les animaux. On voit qu'il est propre aussi. Il y a pas de... On voit des parcelles conventionnelles qui sont beaucoup plus sales que ça. Vous voyez, on ne voit pas de traces de tracteur dedans. Tout simplement, le truc, c'est la rotation, quoi. Et le fait de ne pas mettre d'engrais chimiques. Il est là, le truc. Il est aussi bête que ça. Mais on l'a un peu oublié. On y arrive, on arrive à faire quelque chose de correct. Alors, c'est vrai que je fais pas 80 quintaux. C'est pas le but. Mais avec un prix de vente plus intéressant, je pense que j'ai plus de marge qu'un conventionnel. Donc, moi je sais qu'au début on était regardé un peu, voire même moqué. Et puis le temps faisant, je pense que certains ont arrêté de se moquer, quoi. Donc voilà la partie séchage. Le principe du séchage, on capte l'air à l'opposé d'où nous sommes, à l'opposé du ventilateur. L'air traverse toute la toiture, donc sous l'effet du soleil, il se réchauffe, il se déshumidifie, et donc il est pulsé par cette gaine là, sous le tas de foin.
Donc le foin est posé sur un caillebotis qui est à 40 cm du sol pour que l'air puisse circuler. Et ça traverse donc tout le tas et ça sèche. Alors le foin il est meilleur parce qu'il est récolté avec l'autochargeuse. L'autochargeuse, contrairement au roundballer, ça ne comprime pas le foin et ça le respecte davantage. Le fait qu'on le récolte non pas sec mais à moitié sec, en gros à 60% de matière sèche, la plante est moins fragile, les petites feuilles se brisent moins et c'est ces petites feuilles-là qui sont riches en protéines et en énergie. Donc on préserve ce feuillu, quoi. Le fromage de pays, on trouve qu'il a un goût quand même assez fleuri. Et c'est vrai que les vaches, elles mangent quand même, il y a une flore assez diversifiée. Donc oui, on pense que oui. Puis déjà, notre fromage tout foin, il n'a pas le même goût qu'un autre fromage déjà. On sent bien la différence du lait, au goût du lait. C'est sûr que le lait de l'été est meilleur que le lait d'hiver. Voilà. Et après le Dolor, moi je trouve pas qu'il y ait spécialement un goût, mais le pays, je dirais qu'il est plus fleuri en goût. On a l'impression qu'on sent un peu le goût de ce que les vaches mangent. Voilà. Donc, du coup, d'ailleurs, je voulais faire une formation pour voir un peu ce que la flore, parce que quand même on a une flore assez riche ici, voir ce que ça a apporté sur mes fromages. Voilà, pour pouvoir dire à mes clients, du coup, voilà, les vaches mangent telle fleur, telle chose. Et voilà, après ce qu'on retrouve dans les fromages, et puis pour moi aussi personnellement, voilà. Donc au travers de tous ces exemples, on voit bien que agriculture et biodiversité ne sont pas du tout contradictoires. C'est à nous de voir si on veut favoriser ces interactions positives entre agriculture et biodiversité. À nous de voir quelle agriculture on veut, pour quelle biodiversité et vers quel objectif on va, vers quelle synergie on tend, peut-être pour préserver à la fois la biodiversité, l'activité économique et l'agriculture, et tout simplement pour la qualité du cadre de vie de l'homme et son bien-être. Ouais. Comment il est faut Manger maintenant. Pas trop dur peut-être? On fait du Dolor, donc c'est une petite tome de montagne. Voilà. Le Dolor, c'est la petite rivière qui passe à Fournol, donc du coup on l'appelait comme ça. Occasionnellement on fait un petit peu de fourme, de la fourme fermière. Voilà. Et ensuite on fait une tome de pays, donc une tome de pays aux Arterons. Voilà, qu'on appelle nous le Pégier, le nom du village. Vous voulez goûter? Il est un petit peu jeune. Hein, donc là on affine à peu près 2 mois, à peu près chaque fromage. Voilà. On a trouvé le soleil. Qu'est-ce qu'on est bien? Merci.